nous avons en visio François Mickey-Marty, président donc de Via Voice. Est-ce que vous avez fait une étude récemment pour la FHP? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et quels sont surtout les résultats? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre accueil. C'est toujours un plaisir de participer à ces rencontres de la FHP et de faire le point sur la manière dont les Français et les patients perçoivent le système de santé. Peut-être, je vous propose de vous donner quelques grands enseignements majeurs et puis comme ça vous pourrez rebondir si vous le souhaitez. On a réalisé avec Via Voice d'abord une étude d'opinion quantitative, un sondage fin août auprès des Français, de manière à essayer de voir comment évolue leur perception de l'hospitalisation de manière générale et de l'hospitalisation privée en particulier, que nous avons complété, et c'est une première cette année, par un forum que nous avons mené, un forum, c'est-à-dire des gens qui racontent des récits de vie, des gens qui vont en hospitalisation, avant l'hospitalisation, pendant, après, comment ils vivent tout ça. Ce sont des témoignages de vie. Voilà. On a plus d'une vingtaine de personnes qui ont participé pendant plusieurs jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Le premier élément très frappant, c'est l'importance toujours très forte accordée en matière de confiance à l'hospitalisation publique, à l'hospitalisation privée. On a aujourd'hui 78% des Français qui déclarent faire confiance pour répondre à leurs besoins de soins à l'hospitalisation privée. Pour le public, on est à 75%. Pour mettre ça en perspective d'un mot, ce sont des scores très élevés, certes un peu en érosion par rapport à ce qu'on avait par le passé. D'abord, on note la similitude entre la confiance accordée au public et au privé. On est dans une société de défiance, donc la plupart des autres acteurs ont des niveaux de confiance. Je pense aux grandes entreprises, on est à 30%, les banques, on est encore en dessous, la politique, on est encore en dessous, etc. Donc on a véritablement un socle de confiance très important. C'est important aussi, ce socle de confiance, pour les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, en général, sont sensibles aux acteurs qui recueillent la confiance des citoyennes et des citoyens, des patientes et des patients. Et ils seront peut-être moins enclins à être plus sévères dès lors qu'ils savent que les Français font confiance à ces acteurs de santé. Je crois que c'est très important. Et enfin, pour l'avenir, on a 40% des Français aujourd'hui qui souhaitent que l'hospitalisation privée ait un rôle de plus en plus important à l'avenir. Donc on n'est pas du tout dans une logique de mise en question, de mise en cause. On est au contraire dans une logique, de confiance et surtout dans la durée, d'amplification, de souhait de présence continue, voire amplifiée, au service des Françaises et des Français pour leurs soins. Donc ça nous paraît être un premier point majeur. Ensuite, vous avez étudié sur toutes ces données. Est-ce que vous avez pu percevoir sur quels axes est-ce qu'on pouvait progresser, justement, pour satisfaire mieux encore les Français? Oui, alors à ce titre, les témoignages recueillis sont passionnants. C'est un gros travail qui consiste à recueillir des témoignages des patientes et des patients. Et ça éclaire la confiance. Ce qui est très intéressant, c'est cette notion de contribution. C'est-à-dire de quelle manière l'hospitalisation contribue à la vie des gens. Et ce sont des réponses aux besoins de société. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Premièrement, la prise en compte et l'écoute. Quelqu'un qui nous dit, tout au long du parcours de soins en hôpital privé, le personnel a été aux petits soins pour moi, tout le monde s'est montré accueillant, etc. En soi, c'est intéressant, ça l'est encore plus quand on prend la mesure du fait qu'on est dans une société où on a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui se sentent négligés, pas écoutés, etc., etc. De même pour la réassurance. On a aujourd'hui les 2/3 des Français qui sont inquiets pour l'avenir. Quand ils se trouvent en hospitalisation, et en particulièrement en hospitalisation privée, ils sont rassurés. Et cette dimension-là, je crois, est fondamentale. Autrement dit, alors je ne sais pas si le Moyen-Âge vous est familier, mais nous pouvons faire peut-être une évocation avec ce qui existait au Moyen-Âge qui s'appelait des xénodokia. Des xénodokia, alors c'est quelque chose qui est assez peu connu, étaient des lieux dans lesquels, à partir du VIe siècle, on accueillait les pèlerins. Et ces lieux avaient 3 missions principales. D'abord, une mission d'hospitalité au sens de soins, soigner des thérapies. Ensuite, une mission
d'hostellerie, accueillir dans de bonnes conditions, héberger. Et enfin, une mission d'hospice, c'est-à-dire accueillir les plus fragiles, etc., etc. À ça s'ajoutait, je cite, la science des âmes, c'est-à-dire prendre en compte les besoins des uns et des autres, et puis l'écoute. L'écoute dont Michel Serres disait que c'était le premier pas vers de la civilisation. Ces xénodokia du Moyen-Âge répondent, ou répondraient aujourd'hui, aux aspirations d'un grand nombre de patientes et de patients. C'est-à-dire du soin, bien entendu, l'hôpital, mais aussi l'hostellerie, mais aussi l'hospice, le service des âmes et l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé en un mot? Après, je ne veux pas être trop long, mais la Révolution française a dissocié le médical et le religieux. Et donc, toute c'est une partie de la dimension, et puis bien entendu, le médical, c'est de plus en plus professionnalisé, et c'est heureux. Voilà. Et aujourd'hui, il y a peut-être une réflexion à avoir, parce que ce qu'expriment là les gens, c'est un besoin d'éthique, peut-être une éthique des hospitalités, en se disant, au fond, on va pas réintégrer le religieux nécessairement dans tous les établissements, mais au fond des valeurs qui étaient présentes depuis longtemps, qui peuvent être réactualisées, remises au goût du jour pour, au fond, donner une place, laisser entendre et apporter des réponses. Encore une fois, j'y insiste parce que c'est très important, qui ne sont pas uniquement des attentes humaines, ce sont aussi des attentes de société. D'ailleurs, aujourd'hui, l'hospitalisation et publique et privée répond à une partie des attentes de société. Les gens qui disent on est dans la défiance, on n'a pas d'écoute, on manque de dignité, etc., dans le lieu hospitalier, eh bien, ils trouvent une partie de ces éléments-là. Alors, je suis surprise parce que tout à l'heure, on va avoir une table ronde sur le bien-être des soignants qui se sentent souvent agressés. Vous avez posé la question à vos témoins, parce qu'ils disent qu'ils sont très bien accueillis, les gens sont à l'écoute, pour quelles raisons ils les agresseraient? Est-ce que vous avez posé cette question-là? Alors, on n'a pas tel quel posé la question, parce qu'on a surtout eu d'ailleurs des éléments très, très positifs. C'est vrai que l'idée de respect est omniprésente, au fond, dans les deux sens. Des patients qui disent « nous, on veut être respectés » et des professionnels de santé aussi qui veulent être respectés. Ça ouvre un peu sur la question que vous évoquiez précédemment, sur les pistes d'optimisation peut-être, les attentes pour l'avenir. Donc, il y a ce point-là qui peut en effet être important. Il y a la question de la rapidité, la crainte des retards, des gens qui disent voilà, j'ai eu un accident il y a un mois après, j'ai toujours pas vu de chirurgien. Bon, donc une sorte de fluidité, enfin une fluidité tout simplement. Un autre élément très important en termes d'attente est l'accompagnement en aval après l'hospitalisation. Oui. Des gens qui nous disent, il y a une dame qui nous dit je suis rentré chez moi et je n'ai pas eu de nouvelles. Alors, ce qui n'est pas toujours vrai, j'imagine, ce n'est pas toujours le cas, mais qui dit le lien avec l'hospitalisation s'est arrêté. Et étant rentré chez moi, je n'ai plus de nouvelles. Bon, voilà, donc une cassure, un sentiment de fracture. Ensuite, un élément important aussi sur les avis que l'on donne. Même si beaucoup de patients sont consultés, certains disent mais on ne me donne pas assez la parole, on ne m'entend pas. Bon, je passe vite sur les déserts géographiques, etc. Et un autre élément très très important, c'est le dernier, ne vous inquiétez pas, qui est la présence des proches. Beaucoup disent... Il y a une dame qui nous a dit j'ai été hospitalisée, je voulais rester positif, j'ai reçu le soutien de ma famille en permanence, sans ma famille, je n'aurais pas pu tenir. Donc le patient n'est pas qu'un patient. Le patient est quelqu'un qui est accompagné, lorsque c'est possible, ou pas, en effet, par une partie de sa famille, ses amis, etc., etc. Et donc il y a peut-être une réflexion sur la manière dont on peut élargir, si c'est possible, et si ça ne se fait pas encore, l'accueil du patient à l'accueil d'autres autour du patient. Voilà, quelques éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des éléments de réflexion. Je voudrais vous entendre, vous, Jean-Baptiste Capgras. Vous êtes maître de conférence et directeur à l'IFROS, l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales. L'IFROS aussi a réalisé une étude pour la FHP sur l'impact des cliniques dans les territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà les premiers résultats ? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Merci de cette invitation et j'aurais vraiment eu grand plaisir à être parmi vous aujourd'hui. Je suis malheureusement bloqué à Lyon, même si ce que je vois en visio montre qu'il semblerait que ce soit moins pluvieux de ce côté-ci de la France qu'à Bordeaux. Alors l'étude effectivement que nous conduisons depuis le début de l'année, qui est une expérimentation finalement avec la FHP, et la FNEJ, qui est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, vise en fait à explorer et à mettre à jour la diversité des impacts des hôpitaux et cliniques privés.
Et très concrètement, pour être succinct, nous avons commencé avec 5 établissements volontaires couvrant plusieurs régions, plusieurs secteurs, le MCO, la psy, le SMR. Et d'ailleurs, je me permets d'en profiter pour remercier ces établissements volontaires pour leur implication, ainsi que toute l'équipe de la FHP. Et donc, avec mes collègues Julien Husson de la chaire santé de l'IAEMS et Michel Calica, nous avons adapté finalement spécifiquement un référentiel d'évaluation d'impact socio-économique pour cette catégorie d'établissements. Et c'est ça l'objet de l'expérimentation. Je pourrais vous donner quelques premiers résultats juste après. Mais pour faire simple, l'idée, en fait, est de couvrir les impacts auxquels on pense immédiatement quand on pense établissement de santé, quand on pense clinique. Et c'est les personnes soignées, éventuellement qui est la raison d'être, hein, évidemment. Puis, éventuellement, on commence à penser aux emplois, mais c'est beaucoup plus que ça, finalement. Évidemment, un hôpital, une clinique privée, c'est un acteur socio-économique du territoire. Et donc, ce que l'on étudie, c'est bien sûr 6 dimensions. L'impact sanitaire, social, sociétal, dans lequel on pense aux soins, on les évalue, mais on pense aussi aux emplois créés, à la politique RSE, au rôle essentiel de formateur des établissements. Les établissements de santé, les cliniques, accueillent et forment un grand nombre de professionnels tous les ans, que ce soit en stage ou même en formation directe. L'impact financier, qui correspond au flux financier généré par l'activité directe. On pense également en troisième dimension sur le développement, l'impact sur le développement des entreprises. Une clinique va générer autour d'elle un certain nombre de partenariats, va mobiliser des fournisseurs. Et puis, encore un point, d'ailleurs, je me souviens, sur lequel on avait eu des discussions, c'est la production intellectuelle. Il y a quelque chose en France qui laisserait à penser que finalement la production intellectuelle, la recherche serait réservée au CHU. Alors c'est loin d'être vrai. Les acteurs privés font beaucoup de recherches, produisent énormément de savoir, de connaissances, d'innovation, déposent des brevets. Et c'est aussi ce que l'on essaie d'évaluer avec ces acteurs. Et puis plusieurs autres dimensions sur l'écosystème régional, sur l'aménagement d'infrastructures. Créer une clinique, c'est aussi derrière, ou agrandir une clinique, c'est recréer des infrastructures, des réseaux de transport et d'autres éléments. Et enfin, c'est un impact sur l'image de la région. Une clinique, l'installation d'un nouvel équipement, une nouvelle prouesse développée dans ces établissements, c'est de suite une image d'attractivité, d'excellence, de réputation pour la région dans laquelle elle est implantée. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de changer le regard qu'on a sur la santé, qui en général est vécu comme une charge. Est-ce que finalement, ces cliniques sont créateurs de richesses sur leur territoire ? Alors évidemment, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, Églantine, effectivement, la première richesse produite par les cliniques, c'est quand même de soigner des personnes qui sont en souffrance. Donc, quelle richesse. On parlait juste avant, finalement, de ce que moi, je pourrais apparenter au profane et au sacré, qui a été un peu découpé et au fil du temps, ou suite à la Révolution, et finalement, quoi de plus sacré que de soigner des corps et les esprits malades. Les premiers résultats que l'on voit, plus directs, vous allez reconnaître le gestionnaire qui est en moi, finalement, c'est que la clinique privée, l'établissement, l'hôpital privé, c'est un acteur réseau par excellence, c'est-à-dire qu'il mêle sûrement plus qu'ailleurs, de façon très étroite, activité libérale et activité hospitalière. C'est un réseau de soins avant l'heure et parfaitement intriqué, autonome. Les premiers résultats que l'on est en train d'analyser montrent que finalement, pour chaque lit ou place créé dans une clinique, on compte la création de 2 emplois salariés directs. Pour 2 lits ou places, on compte un professionnel libéral qui exerce dans l'établissement. Et c'est là où on voit l'effet d'entraînement. Chaque fois qu'on a 2 à 3 professionnels libéraux, eux-mêmes créent des emplois salariés supplémentaires pour supporter leur activité. Et donc, c'est cet effet d'entraînement qui est particulièrement vertueux sur les territoires. On a ces professionnels-là, ils vont bénéficier pour un tiers d'entre eux chaque année de formation continue. On a ainsi pu identifier, même si là, les modèles économétriques doivent être encore parfaits, mais on a pu identifier que pour chaque lit ou place, on génère entre 140 000 et 220 000 euros de retombées financières directes. Et donc, même s'il faut être prudent, jusqu'à 300 à 400 000 euros en intégrant les impacts induits sur l'ensemble de l'activité de la région.
j'appelle à la prudence sur les aspects. Ce qu'on est en train d'étudier là, c'est quelle part reste dans la zone d'impact et quelle part va plutôt au niveau français, voire international. Vous aviez quelques belles histoires à nous raconter sur ce que pouvaient faire des établissements avec des projets pilotes. Alors, merci. Effectivement, c'est aussi montrer qu'au-delà des chiffres, il y a une réelle activité, et c'est aussi ce que l'on cherche à faire dans ces études d'impact. C'est autant pour rendre compte, restituer aux autres, que pour soi-même s'obliger à se poser certaines questions et dans le paradigme duquel on ne voit plus finalement, y compris ce que l'on fait, alors qu'on est complètement impliqué dans ces actions. Alors peut-être très, très rapidement, mais on a plusieurs établissements qui soutiennent significativement des associations d'aide aux patients qui ne pourraient pas vivre, exister sans ce soutien-là, d'aide aux professionnels ou à des acteurs locaux. Il y a beaucoup de mécénat aussi qui est fait par les établissements, et ça c'est un vecteur extrêmement intégratif finalement dans la cité. On a des établissements qui ont investi de façon très importante, j'en parlais tout à l'heure, le soutien à la recherche, par exemple avec le recrutement d'attachés de recherche clinique, les ARC, qui sont au service des médecins libéraux de la clinique pour supporter, soutenir les protocoles d'essais cliniques, faire évoluer les thérapeutiques, faire bénéficier les patients aussi de thérapeutiques innovantes. On a des projets dans certains des établissements que l'on a étudiés là, qui sont partie prenante sur la génération de start-up locales avec de l'impression 3D, avec le dépôt de brevets. Là aussi, on voit comment cet écosystème bouge au niveau local et au niveau et a des retombées même à l'international. Et puis on a, ça c'est le mouvement, on a alors un projet très avancé, mais plusieurs des établissements y sont engagés, ce qu'on peut appeler des projets cliniques vertes. On a certains équipements, par exemple, qui sont portés par des cliniques comme des stations de recharge électrique pour voitures qui bénéficient à l'établissement, mais qui bénéficient aussi à toutes les entreprises et les autres acteurs implantés autour de la clinique. Investissement porté directement par la clinique. On a des choix sur des traitements phytosanitaires, et puis même si ça peut paraître secondaire, un exemple d'une clinique qui a mis en place des ruches, par exemple, sur son toit. Alors, on pourrait se dire, ça pourrait s'arrêter là. Non, cette ruche-là, elle produit du miel. Ce miel-là, il est vendu localement, et les bénéfices de cette vente viennent alimenter une association d'aide aux enfants malades. Donc, bien sûr que c'est anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça dans un maillage et dans une multiplication de tous les établissements que l'on a pu étudier. Et si on élargit à tous les établissements de la FHP, adhérents à la FHP, ça peut faire du bruit. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais donner la parole à Olivier Richefou. Vous avez mené dans la Mayenne une démarche participative, les États généraux de la santé, bien avant Macron et ses conseils territoriaux de la santé. Vous étiez précurseur. Pourquoi vous l'aviez fait déjà, si tôt ? Ça a d'ailleurs dû inspirer le président de la République parce qu'il a fait le choix de venir en Mayenne lancer le CNR sur la santé. On a fait ce choix, et j'ai fait ce choix parce que nous sommes, comme beaucoup de départements ruraux, des départements en situation de désert médicaux. Et si la santé doit rester, monsieur le directeur général de l'ARS, une responsabilité de l'État, on se rend compte qu'on a besoin de la mobilisation des acteurs locaux, des élus régionaux, mais surtout départementaux dans des territoires comme les nôtres pour agir. Moi, par exemple, je salue le directeur de la politique du Maine, qui est l'établissement privé ici présent. J'ai fait le choix de l'inviter au comité territorial des élus locaux du GHT que je préside dans mon département. Ouais. On sait que les établissements privés n'en font pas partie. Eh bien, moi, je l'invite à venir participer aux travaux. Parce qu'on ne peut rien faire sans faire travailler tout le monde ensemble. Et donc, ces États généraux de la santé, ça avait pour objectif de réunir l'ensemble des acteurs privés et publics pour regarder quelles étaient les actions qui pouvaient être mises en œuvre. Et ça a donc été suivi après des séminaires, après des séances de travail, après l'association aussi du public et des patients, hein, dont vous signaliez tout à l'heure, bien sûr, l'importance, eh bien, de 25 fiches actions avec des enveloppes financières pour mettre en place des actions qui ne sont pas normalement de notre responsabilité. Je cite juste un exemple. On a malheureusement plus d'internats au centre hospitalier de Laval. Le précédent directeur a fait le choix de le détruire pour construire un EHPAD à la place.
hein, eh bien, un nouvel internat va se mettre en place, eh bien, nous allons le financer à hauteur de 600 000 euros. Ce n'est pas notre rôle de financer un internat dans un hôpital public, mais si on ne le fait pas, ce n'est pas les 100 000 euros qu'a mis Jérôme Jumel, avec qui j'apprécie de travailler, votre collègue DG de l'ARS des Pays de la Loire, mais ça ne suffira pas à ce que l'hôpital puisse le faire. Voilà. Donc il nous faut aussi participer à des actions concrètes. Comment vous voyez-vous concrètement l'organisation de la santé sur le territoire entre privé et public? Avec une coopération encore plus importante. On a la chance, dans mon département, que les choses se passent bien. Il y a une complémentarité, notamment dans les spécialités. Il y a forcément un peu de concurrence. Mais la concurrence est nécessaire et elle est saine. J'avais un prédécesseur qui s'appelait Jean Arthuis, qui a été ministre de l'économie et des finances, présidait avant moi le conseil départemental. Il a fait le choix, dans son territoire, il est de Château-Gontier, de racheter la clinique, de faire en sorte que l'hôpital rachète la clinique. Il aurait voulu faire la même chose à Laval, nous en avons toujours dissuadé, parce que je pense qu'il est nécessaire d'avoir cette complémentarité et cette action-là, et à condition que tout le monde participe effectivement, notamment à la permanence des soins, et c'est le cas en tout cas dans le département, mais je sais que ce n'est pas le cas partout. Je voudrais qu'on parle aussi du médico-social qui est souvent un petit peu laissé de côté. Est-ce qu'il y a moyen de créer des passerelles entre le sanitaire et le médico-social? Alors j'ai la chance, au titre des départements de France, d'avoir la responsabilité du grand âge et donc de rencontrer les acteurs du grand âge. Je salue Nicolas ici présent qui interviendra sur la table ronde juste après, je crois. Oui, on a cette responsabilité partagée avec l'ARS qu'il nous faut simplifier. Les EHPAD, pour parler essentiellement de cette dimension, qui ne correspond qu'à une toute petite partie de l'accompagnement du grand âge. Il faut aller vers une fusion des sections soins et dépendance. Après, qui la pilotera? Est-ce que ça sera l'ARS? Est-ce que ça sera le département? Nous, on demande la double expérimentation. Bon, je crois qu'Aurore Berger, que j'ai rencontré avant-hier, est sensible à ce message et j'espère que le PLFSS dévoilé dans quelques jours intégrera cet élément. J'entends aussi que quand on est en proximité des hôpitaux publics, les EHPAD sont un peu la 5e roue du carrosse des hôpitaux publics. Et la question se pose, et j'entends des interlocuteurs hospitaliers qui me disent peut-être qu'il faudrait que les hôpitaux ne gèrent plus d'EHPAD et qu'on les fasse gérer par des structures départementales qui puissent regrouper aussi les EHPAD publics classiques. Alors vous êtes multicasquette parce que vous êtes aussi président de la structure nationale qui permet aux pompiers de se parler. Est-ce qu'il y a des choses que vous appliquez là qui fonctionnent, qu'on pourrait appliquer justement dans la concertation, la collaboration sur les territoires entre le privé et le public? Alors je préside effectivement la conférence nationale des services d'incendie et de secours. Il y a une chose, c'est les pharmaciens. On demande, nous aussi, une dérogation pour les PUI, parce qu'on a du mal à trouver des pharmaciens dans nos SDIS. Et donc, on souhaiterait aussi avoir un peu plus de souplesse pour les pharmaciens qui sont dans les SDIS. Voilà, je fais une parenthèse, mais j'ai compris que la mine était très sensible à ce sujet pharmacien. Non, ce que l'on demande, c'est qu'on fasse des économies sur un sujet. C'est le numéro d'appel unique. On a aujourd'hui une déperdition d'énergie terrible entre le centre d'appel 15, géré par l'hôpital public, et puis le centre 18, géré par nous, par les SDIS. Il y a une vingtaine de départements dans lesquels il y a une plateforme unique, et ça marche. Malgré ça, la loi a prévu une expérimentation. Ça fait 2 ans qu'on attend le décret pour choisir la région dans laquelle cette expérimentation va se mettre en œuvre, parce que le ministre de la Santé refuse de signer le décret. Le précédent, je compte sur Aurélien pour avoir un peu plus de sagesse et avancer. Donc oui, je crois que dans le domaine des secours et des secours d'urgence notamment, ça allégerait évidemment la porte on a effectivement des solutions pour alléger certaines charges. Oui. Merci beaucoup. Lamine. Oui, bien sûr, un témoignage. François, merci déjà pour ta présence. Ta positivité et puis l'allant que tu portes à toujours nous transcrire toutes les études que tu mènes et je note que l'accessibilité financière est encore un souci, il faut qu'on travaille dessus et c'est un engagement que nous devons prendre pour expliquer parce que finalement c'est pas les compléments d'honoraires qui sont une difficulté, on voit un chirurgien une fois dans sa vie, statistiquement bien sûr.
Olivier, merci pour ce témoignage. Et c'est assez extraordinaire de voir un président comme vous s'occuper de thématiques qui ne sont pas de son ressort. Ça, c'est merveilleux. Ça s'appelle une dérogation. Vous dérogez à vos missions. Et j'aimerais savoir d'où vient votre appétence, d'où vient votre envie de prendre en charge les CNR. Moi, je suis un peu déçu par le CNR national. Et puis, lors de la restitution, j'ai même pas été invité par le président. J'ai même pas été invité en tant que fédération. Les fédérations, nous n'y étions pas. Donc, je trouve que c'est nous exclure. Intégrer le privé dans le GHT, bravo. Bravo, moi j'en ai rêvé. J'ai même voulu faire un GHT privé au sein des établissements. On n'y est pas arrivé. Dans l'Hérault, les blancs et les rouges, ils sont ensemble dans la régulation. Il y a une belle table ronde. Ils sont chacun de son côté, mais ils sont en face. Ils peuvent se parler et se voir. Voilà. Mais d'où vient votre appétence pour ce monde de la santé? Et une dernière question. La double tutelle pour les EHPAD est effectivement une horreur. Une horreur, parce qu'il faut une double autorisation. Vous donnez quelquefois des autorisations, l'ARS ne la donne pas parce qu'il n'y a pas de financement, etc. Chacun se renvoie la balle et c'est extrêmement compliqué. Et comme pour notre secteur sanitaire, on voudrait qu'il y ait un seul patron. Sur la première question, je suis avocat en droit des affaires, donc je ne suis pas un professionnel de la santé, mais le département de France, le département de la Mayenne est le plus beau département de France. C'est celui où le taux de chômage est un des plus faibles de France, inférieur à la Vendée. On a des paysages magnifiques. On a un seul problème qui ressort à chaque fois qu'on fait des études sur la position de la Mayenne. Vu des Mayennais, c'est la faiblesse de la présence médicale. Et donc c'est cette désertification médicale qui nous a amenés à dire n'attendons pas tout des parlementaires, n'attendons pas tout de l'Agence régionale de santé et de la faiblesse de sa représentation dans nos territoires. La délégation territoriale de l'ARS dans un département de la Mayenne, c'est 13 personnes pour s'occuper de tous les sujets de l'ARS, de l'eau, enfin, j'en passe les meilleurs. Et donc, si on ne se mobilise pas, nous, eh bien, on va attendre longtemps pour qu'on s'intéresse à nous. Donc voilà, cet objectif est la raison de notre implication. Et sur le deuxième élément et la deuxième question que vous posez, oui, on a, dans le domaine des pompiers, davantage d'améliorations à mettre en œuvre. Les gens se parlent comme ils doivent se parler sur les EHPAD. Et sur les EHPAD, je crois qu'on est à la veille d'un changement, comme on l'évoquait. Nous souhaitons que les départements restent les pilotes du bien vieillir, avec cette priorité sur le domicile que nous devons assumer. Mais sur les EHPAD, même si la double expérimentation a lieu, je fais partie de ceux, mais à titre personnel, ce n'est pas la position de l'ADF officielle qui souhaite cette double expérimentation. Je pense que les EHPAD seront de plus en plus médicalisés, qu'il faut donc que ce soit l'ARS qui prenne la main sur cette fusion des sections soins et dépendance, et que nous gardions, nous, simplement un droit de veto sur les ouvertures et les fermetures. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, on abandonne ce maillage territorial des EHPAD. On doit les faire travailler ensemble, mutualiser leurs fonctions support. Mais il ne faut pas non plus déménager le territoire et ne faire que dans des grandes villes des établissements. Et donc, il faut qu'on puisse garder un droit de regard. Et puis, on a une dernière demande qu'Aurore Berger a aussi entendue. Elle est symbolique. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, de siéger au conseil de surveillance de l'hôpital de Laval. C'est l'appétence que l'on a pour ces questions de santé. Mais symboliquement, nous demandons à ce que ce soit les départements qui président pour les EHPAD les conseils de surveillance. Et non pas le maire. Le maire ne met pas d'argent dans les EHPAD. Nous, on en met un peu et on continuera à en mettre, notamment dans l'hébergement et dans l'amélioration des structures immobilières. Parce que les structures immobilières des EHPAD, c'est pas le Moyen-Âge, mais on en est quelquefois pas loin. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Jean-Philippe Capgras, de cette prise de conscience. Je crois que c'est important de garder à l'esprit le rôle économique et sociétal sur un terrain que peuvent avoir les hôpitaux et cliniques privés. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous.